Nous allons attaquer l'après-midi donc avec une première conférence sur la rénovation du parc tertiaire, de la mobilisation volontaire aux évolutions. Et donc nous réaccueillons Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable, ainsi que Emmanuel Acchiardi, sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction DHUP. Voilà, avant que Emmanuel vous donne des éléments précis, intéressants pour bien comprendre quel est le parcours qui se dessine et quel est le cadre qui va être posé, moi je voudrais faire des observations qui sont de méthode. Et je commence tout de suite par la fin pour vous dire qu'il se passe en ce moment et depuis l'insertion dans la loi Élan d'une disposition relative à la future obligation de rénovation énergétique du parc tertiaire privé et public, je veux vous dire qu'il se passe quelque chose qui est plus que convenable, qui est exemplaire, c'est-à-dire une très belle concertation, pas belle pour le décor, belle en ce sens qu'elle est efficace et réelle, qui a été organisée conjointement par l'administration et le plan bâtiment durable, qui doit conduire à ce que l'obligation réglementaire qui verra le jour corresponde à la capacité des acteurs du parc tertiaire privé et public à s'engager dans la durée vers la rénovation. Je vous rappelle simplement que tout a commencé par une très grande concertation, déjà ancienne, 2011 ou 2012, qui a été menée à l'époque par Maurice Gauchot, qui était le président de CBRE France, à ma demande, pour essayer de comprendre quel peut être l'engagement des acteurs vers la rénovation de leur actif tertiaire. Et de ce rapport, qui constitue encore la référence principale, il est ressorti à la fois l'idée qu'il pouvait y avoir une mise en action assez large des grands acteurs et l'idée que, pour que cet engagement réussisse, il fallait l'inscrire dans la durée, que tout ne se ferait pas par un claquement de doigts en un moment. Cet enseignement, il a été retenu, compris, partagé. L'administration s'est très clairement nourrie de ces propositions et il y a eu, et je ne lui consacre qu'une phrase parce que ça ne mérite pas davantage, il y a eu un intermède d'efficacité moyenne qui a été la construction d'un décret qui excédait le champ que la loi permettait au décret d'emprunter, d'où un texte retoqué par le Conseil d'État. C'est derrière nous, c'est fini, moi je n'en parle plus. En revanche, il s'est passé deux choses qui sont tout à fait importantes pour la suite. La première, c'est cette mobilisation volontaire que le plan bâtiment durable a suscité, qui a été de dire, hors de toute obligation réglementaire, aux grands acteurs du parc privé et du parc public, engagez-vous, venez dire en signant notre charte, dite charte tertiaire, que vous allez procéder à la rénovation énergétique de vos bâtiments et en même temps, engagez-vous à rendre compte au sein d'un comité de pilotage de ce que vous allez réussir à faire sur vos actifs. Est-ce que vous allez tous les traiter un peu? Est-ce que vous allez en sélectionner certains pour les traiter plein pot? Est-ce que vous allez mettre la barre ici ou là? Tout cela, est-ce que vous allez dépenser un peu, beaucoup d'argent? Est-ce que la valeur de vos immeubles va s'en trouver impactée ou pas? Bref, par cet engagement dans la charte tertiaire, les acteurs nous ont dit « je vais vous assurer des retours d'expérience ». Et
ce processus qui continue à être à l'œuvre, avec un point que je vous signale parce qu'il est intéressant. On continue à engranger des signatures. On a fait mûrir la charte en associant à l'engagement énergétique un engagement de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Bref, le carbone est maintenant présent dans la charte, qui aujourd'hui a combien de signataires ? 131 signataires. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est que parmi les signataires des derniers mois, il y a beaucoup d'acteurs du parc tertiaire public. C'est un signal tout à fait encourageant pour la suite. Très clairement, au début, c'est les grands acteurs du parc privé qui se sont engagés. Mais le parc public a commencé par montrer le nez de manière assez inattendue avec un engagement d'université. On a 13 ou 15 universités qui sont aujourd'hui signataires de la charte. Et puis derrière, des grands acteurs, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des villes. La ville de Paris a signé il n'y a pas si longtemps que ça. Tout cela montre que dans la sphère privée, dans la sphère publique aussi, l'idée de la rénovation énergétique s'impose avec force. Donc c'est le premier élément que je veux que vous reteniez. Cette mobilisation volontaire, elle est réelle, elle s'étend de la sphère privée à la sphère publique et elle nous permet de penser que le mouvement est bien engagé. Le deuxième élément, c'est un texte de loi qui permet d'avoir un décret souple, à la main, un décret qui rende compte de la capacité d'engagement des acteurs. Et pour ça, il fallait un dispositif autre que celui qui avait été mis initialement dans la loi Grenelle II de juillet 2010. Et donc, c'est dans la loi Élan de novembre dernier que se trouve un dispositif qui est intéressant, et je n'en dis pas plus parce que Emmanuel va en parler, mais il a l'intelligence d'inscrire le parcours dans la longue durée et d'inscrire le parcours avec des marches de 10 ans en 10 ans, 2030, 2040, 2050. Voilà. Et à partir de là, et c'est ma dernière phrase, à partir de là, une charte de mobilisation qui stimule les acteurs et les met sous tension. Un texte de loi qui rend possible un décret de nature à être bien reçu par les acteurs concernés, eh bien, il fallait traduire cela dans des faits, et les faits, c'est une concertation, j'emploie à nouveau le mot, exemplaire, qui est menée par l'administration, et on doit à Emmanuel le soin qui est mis à cette concertation. Nous avons des réunions thématiques sur des pans du décret. Nous avons une écoute très attentive des professions ou des branches d'activité tertiaires les plus sensibles. Et nous avons des réunions qui regroupent 100, 150 acteurs où on fait une sorte de décryptage en commun du projet de texte pour voir là où il faut faire l'ajustement utile. Ce travail est évidemment très absorbant de temps et de mobilisation pour l'administration, mais il est nécessaire. Il faut que le texte soit compris comme étant un guide dans ce chemin vers la rénovation énergétique des actifs tertiaires, plus que comme un élément de contrainte, d'obligation et de sanction. Et donc, le contenu du texte devrait être en phase avec l'attente des acteurs concernés. Du moins, nous veillons à ce que ce soit au maximum ainsi. Il y aura bien un moment où il faudra que l'État tranche et qu'il y aura bien un moment où le Conseil d'État donnera son appréciation du projet de texte. Mais tout cela sur la base de quelque chose de bien construit. Et donc je veux vous dire, je ne suis pas très
très spécialiste de la flagornerie, mais vous dire qu'on a un dialogue tout à fait efficace sur la construction de ce décret, sur la base d'une loi qui permet d'avoir cette souplesse sans laquelle il n'y a pas de concertation. Donc voilà le cadre dans lequel on s'inscrit. Maintenant, Emmanuel va vous dire l'essentiel. Oui, je veux bien. Comme vous voulez. Je veux bien. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Alors, vous l'avez compris, si nous faisons cette intervention à deux voix, c'est vraiment pour illustrer la complémentarité de nos travaux. Donc la DHUP, d'une part, l'administration qui conduit effectivement le travail sur ce texte, sur la loi Elan, et puis maintenant sur ce décret, et puis évidemment tout ce travail préparatoire, tout ce travail de préparer le terrain et de sensibiliser les acteurs depuis plusieurs années, donc qu'a expliqué Philippe. Et ça, c'est le travail évidemment du plan bâtiment durable. Donc on est vraiment en complémentarité sur ce sujet. Donc peut-être pour vous donner un peu un aperçu de ce que dit la loi, l'article 175 de la loi Elan, et puis du décret et de l'arrêté que nous préparons. Il y a plusieurs textes réglementaires. D'abord, pour vous dire que finalement, on ne parle plus simplement de travaux pour réduire les consommations énergétiques. On parle d'actions, c'est plus large. Pourquoi on parle d'action? Parce que dans les actions, il y a bien sûr les travaux qu'on peut engager, mais il y a aussi tous les sujets des usages, les sujets d'exploitation, les sujets de réglage aussi des équipements, et puis des comportements. Donc, il y a un certain nombre de leviers d'action, ça montre bien, et c'était une idée d'ailleurs des travaux qu'a décrit Philippe, qui est présente depuis plusieurs années. Ça montre bien que si on veut s'attaquer à ce problème donc avec l'ambition nécessaire pour atteindre les objectifs, eh bien, il faut travailler sur plusieurs leviers. Les travaux, certes, mais aussi les usages, les comportements. Avec les usages et les comportements, on réalise déjà des gains très substantiels, puisqu'on peut aller jusqu'à 30-40% d'économie d'énergie. Je parle là en énergie finale et je parle de facture. Je parle bien d'économie réelle. Là, on n'est pas sur des calculs conventionnels, on est sur de l'économie finale réelle. Ça, c'est le premier sujet important, de dire qu'on est sur des actions, et donc le texte de loi, si vous allez le consulter, il fait référence à des actions d'économie d'énergie. Ensuite, deuxième élément, comment respecter l'obligation? Il y a deux voies alternatives. D'abord, il y a la valeur absolue et il y a la valeur relative. La valeur relative, c'est donc de diminuer sa consommation actuelle, une consommation de référence, qui est récente, une référence qui ne peut pas être antérieure à 2010, donc un point de départ. Et donc avec les trois échéances, Philippe l'a indiqué, 2030, 2040, 2050, et donc 40%, 50%, 60%. On y va progressivement. On se fixe un horizon lointain, mais on se fixe des jalons, des étapes pour y arriver. C'est plus facile que, évidemment, soit d'attendre le dernier moment. Donc, c'est le chemin pour atteindre l'objectif. Donc, ça, c'est la valeur relative. Ou alors en valeur absolue, c'est-à-dire d'atteindre un certain seuil, qui pourra être évidemment différent selon ses échéances. Première échéance, un certain seuil. Deuxième échéance, un autre seuil. Donc ça peut concerner des bâtiments plus récents, qui ont déjà fait des travaux, pour lesquels ça sera évidemment difficile de diminuer en pourcentage, et donc ils pourront s'inscrire et respecter l'obligation en visant un seuil qui sera un seuil proche d'un seuil réglementaire, puisqu'en fait on a des bâtiments, on parle de bâtiments existants, mais ça veut dire que ce sont des bâtiments qui pourront être récents, puisque bâtiments existants, ce sont des bâtiments existants à la date de la loi Elan, c'est-à-dire qu'un bâtiment de 2016, de 2015 est considéré comme un bâtiment existant aujourd'hui. On ne parle pas forcément d'un parc très ancien. Donc ça, c'est le deuxième élément intéressant, c'est qu'il y a deux façons de respecter cette obligation. Lorsqu'on est sur le seuil, on va être sur un seuil par catégorie, et on va définir donc des catégories, et on va renvoyer le soin à un arrêté de fixer des seuils par catégorie. Pourquoi? Parce que ça sera plus souple, ça sera plus facile à modifier lorsqu'on aura éventuellement des évolutions. Le bâtiment tertiaire de demain, ça ne sera pas forcément le bâtiment tertiaire d'aujourd'hui, et donc pour prendre en compte ces inévitables évolutions, eh bien, on aura ces seuils qui seront fixés par arrêté. Donc il y a ce travail de dire quel seuil par rapport à des catégories de bâtiments. La notion de bâtiment tertiaire, elle est très, très vaste, évidemment, ça recouvre des réalités très diverses. Ensuite, le champ d'application, on l'a voulu le plus large possible, à la fois dans les types d'activités, donc on prend le tertiaire au sens large. Le principe, c'est qu'il y ait très peu d'exemptions. L'idée, c'est d'embarquer tout le monde. C'est un texte qui emmène tout un secteur,
potentiellement qu'il y a des forts gisements. Et puis l'idée, c'est aussi, la loi Elan a rajouté le fait que on s'inscrit dans la SNBC. C'est quand même pas neutre, ça veut dire que c'est un moyen d'atteindre des objectifs très ambitieux de réduction des économies dans le cadre de la SNBC. Donc ça plaide pour un champ d'application le plus large possible. Donc peu d'exemptions a priori, très peu d'exemptions a priori. Par contre, la possibilité de modulation pour les assujettis. En termes de surface également, le champ le plus extensif possible, puisqu'on s'est arrêté en termes de surface minimum à 1000 m². Voilà, donc à partir de 1000 m², on travaille aujourd'hui le projet de décret à partir de la surface de 1000 m², soit en en une seule fois, soit dans un bâtiment avec multipropriétaires qui totalisent leur surface, avec leur surface plus de 1000 m². Donc j'en parlais à l'instant, peu d'exemptions a priori, un champ d'application le plus large possible, mais des possibilités de moduler qui sont prévues dans la loi, dans le texte de loi, donc dans divers cas. Le changement d'activité, le changement du volume d'activité. Si une activité s'accroît, évidemment, les objectifs sont différents et donc on peut re-questionner l'atteinte des objectifs. Ou alors des contraintes techniques, architecturales, patrimoniales, ou enfin des contraintes économiques. Si on peut montrer que le coût de ces actions est évidemment exorbitant, on peut expliquer qu'on n'atteint pas l'objectif qui est l'objectif général de diminution de ces consommations. Donc voilà, c'est un peu les grands principes qui président le texte que nous sommes en train de concerter. Il y a également la notion qui est présente dans la loi d'une plateforme de remontée de consommation, ce qui sera intéressant de voir, parce qu'on se situe quand même à long terme. Là, on prépare une échéance qui était en 2030. Là aussi, il faut quand même préparer les jalons, toute la décennie 2020 à 2030. Eh bien, il faut que les assujettis se mettent dans l'idée d'avoir ces actions à mener. Et donc, l'idée, c'est que les assujettis vont faire remonter dans une plateforme leur consommation, et on va pouvoir vérifier, eux et puis ceux qui vont gérer cette plateforme, qu'ils s'engagent bien dans la bonne trajectoire. Et on va pouvoir aussi regarder éventuellement leur modulation et le fait qu'ils voient qu'ils n'iront pas dans l'objectif et pourquoi, dans quel cas ils n'iront pas dans l'objectif. Donc il y a cette idée de plateforme qui devrait être opérationnelle en 2020 et donc qui va être là pour recueillir, pour comprendre aussi un peu quel type d'actions sont utilisées. Donc ça sera un formidable observatoire de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Et enfin, la loi a prévu, comme souvent dans des dispositifs obligatoires, un dispositif de sanctions. Alors les sanctions, ça sera en cas de non-remontée des informations du reporting pendant la décennie 2020-2030 ou après 2030. Ça sera évidemment en cas de non-atteinte d'objectifs non justifiés par évidemment des contraintes particulières que j'ai citées, donc les contraintes techniques, économiques, etc. que j'ai citées. Pour conclure, enfin, c'est un dispositif qui va sans doute encourager la notion de valeur verte. Vous savez, cette notion de valeur verte dont on parle depuis plusieurs années et qu'on mesure un peu plus année après année. Et donc, ça va aussi, je crois que Philippe l'a dit en première partie d'intervention, hein, l'idée, c'est aussi quand même de travailler sur la sensibilisation. Vous avez intérêt à mener ces actions parce que c'est bien aussi pour votre patrimoine, c'est bien pour votre activité, c'est bien pour les gens qui occupent les bâtiments. Et donc, ça va aussi accompagner cette action de sensibilisation, ça va accompagner l'émergence de la valeur verte que l'on mesure année après année. Enfin, je voudrais donner quelques éléments de calendrier, même si Philippe en a déjà un petit peu parlé. Donc, la loi Elan, c'était en novembre dernier, en novembre 2018, la publication. Le décret d'application doit sortir dans les 1 an. On espère toutefois, en dépit de ce gros travail de concertation qu'on a expliqué, le sortir au printemps. Et donc là, aujourd'hui, on a un projet de texte qui est à la concertation. Il y a eu une phase d'écoute, moi je dirais que la phase de la fin de l'année 2018, avant même d'ailleurs que la loi soit publiée, tout le dernier semestre 2018, c'était plutôt une phase d'écoute des besoins, une attention aux spécificités du tertiaire, parce qu'encore une fois, entre des bâtiments d'enseignement, des bâtiments commerciaux, du tertiaire public, des bâtiments de l'immobilier de bureau, de l'hôtellerie encore, des bâtiments hospitaliers, il y a des réalités extrêmement diverses. Donc, première phase d'écoute des acteurs, qui ont joué le jeu, qui ont renseigné, qui ont donné des informations. Ensuite, donc proposition d'une première version du texte qui est actuellement soumise à la concertation. Et puis ensuite, au printemps, il y aura ce qu'on appelle la comitologie, les consultations officielles, le passage dans toutes les instances officielles, bien sûr le passage au Conseil d'État. Et donc si tout va bien, si le processus de concertation continue à se dérouler comme jusqu'à présent de façon tout à fait satisfaisante, nous espérons un texte publié au printemps 2019, donc à la fois ambitieux et juridiquement solide. Voilà.
Je vous remercie de votre attention et puis on est bien sûr à disposition pour répondre à quelques questions.